19 au Pérou et l'arrivée de Pedro Castillo. Alors c'est pas tout à fait la même chose et les situations ne sont pas les mêmes. C'est aussi les luttes qui sont paysannes, qui sont liées à la pandémie. La situation de pandémie au Pérou a été très dure pour les paysans notamment. Pas que, mais beaucoup qui ont été sommés de rester chez eux et qui de fait ne pouvaient pas travailler ou très peu la terre et donc se retrouvaient à s'appauvrir et devoir être dépendants alimentairement, ce qui est le comble pour des paysans, des importations étrangères. Ça a été une période difficile, ça explique en partie aussi peut-être le fait que Pedro Castillo, qui a été en fait le premier président d'un type nouveau, puisque le président venu du Pérou profond, un paysan, un instituteur rural, syndicaliste, qui a été aussi, comment dire, de la région de Cajamarca, et pour nous, France-Amérique latine, et ceux qui sont dans la salle savent la bataille que nous avons menée et que nous continuons d'ailleurs à suivre attentivement à Cajamarca, avec la lagune, et avec les risques qu'il y avait sur cette lagune et les initiatives qu'on a prises en 2014 pour empêcher cette lagune d'en tomber entre les mains des extractivistes canadiens, notamment. Donc Cajamarca a marqué, et en tout cas nous a marqué, et qu'ils viennent de Cajamarca, ça nous a aussi beaucoup ému à France-Amérique latine, et je pense à tous les amis qui sont du collectif Camité Cajamarca. Et avec le soutien du parti Pérou Libre, il a réussi à faire l'étonnement, hein, soyons honnêtes. C'est quand même avec pas énormément de voix qu'il a devancé Keiko Fujimori, sachant que il fallait absolument qu'il le fasse. À l'inverse, la défaite de Keiko Fujimori a été très rude. Et pendant des mois, il y a eu tout ce qui a pu être fait pour empêcher qu'il y ait cette élection, essayer d'empêcher l'arrivée de Pedro Castillo au gouvernement et à la présidence. C'est donc déjà une arrivée difficile et une installation difficile. Une installation difficile avec notamment 10 démissions de ministres en 4 mois. Énorme. 10 démissions de ministres en 4 mois, et des premiers discours aux États-Unis qu'il a pu faire qui nous ont un peu inquiétés, parce que discours extractiviste, s'appuyant, je parlais des Cajamarca, s'appuyant sur les richesses minières, donc une attention de notre côté. Et puis au 6 octobre 2021, une nouvelle démission, celle du Premier ministre, qui nous a donné le sentiment d'un virage à droite, et en tout cas des gages donnés, ce qui a entraîné des dissensions au sein du Pérou Libre, ce qui a été dommage, les camarades Pérou Libre ne soient pas là, ils auraient pu peut-être en parler, peut-être d'autres pourront intervenir. En tout cas, nos deux intervenants que je n'ai pas présentés, hein, José Montes et Carmen Aranda, qui se présenteront par ailleurs. Et donc voilà, on a eu aussi des problèmes, enfin il y a eu des problèmes liés aux syndicats, par exemple de la SOTEP, qui a voulu être remis en cause. De même pour la création de nouvelles rondes paysannes, et nous les rondes paysannes, on les a bien connues au Pérou quand on y est allé à plusieurs reprises, la CUNARC. Et puis il y a eu quand même cette promesse aussi de nouvelle constitution qui a été remise en cause. Et comment ? Qui a été lâchée, voilà, et qui là aussi, quand on regarde ce qui se passe au Chili, vous voyez, il ne faut jamais comparer, c'est pas comparable, mais c'est quand même quelque chose qui nous interpelle, on va dire, pour le moins. Et puis il y a eu les tremblements de terre, le Covid, tout ça, avec ce qui se passe autour, a entraîné une relative perte, on va dire relative, une perte à une chute des intentions d'intérêt pour le gouvernement, puisque il y a une chute de vote, de l'assentiment au gouvernement de 41%. Et puis il y a l'affaire Repsol, dont on reviendra probablement. Les camarades ont dû vous donner une déclaration sur la situation. Je pense que là aussi, ça mérite qu'on en parle. Voilà.
voilà, c'est ce contexte-là qui fait que on a le sentiment, pour ce qui nous concerne en tout cas, que la situation est difficile, complexe. Elle est complexe naturellement pour les Péruviens eux-mêmes et c'est pour ça que c'est leur avis qu'on va avoir avec vos questionnements. Mais elle est complexe aussi pour nous qui sommes pourtant attentifs un peu à ce qui se passe au Pérou et avons un petit peu de difficulté à voir vers où on va. Et c'est peut-être aussi une des questions qui vont être posées à nos amis. Voilà, je voulais faire juste une mise en matière pour que chacun comprenne pourquoi nous avons souhaité faire d'un de ces premiers débats que nous organisons, un débat sur le Pérou. Et je dirais que, sans ouvrir le débat ce soir, puisqu'il aura lieu dans une prochaine réunion, on voit bien que l'affaire de l'Ukraine ne fait qu'aggraver les problématiques internes dans chacun des pays pour un positionnement vis-à-vis notamment de Poutine et de la Russie. C'est une situation vraiment complexe et je vais laisser peut-être la parole à Carmen. C'est toi? On s'était organisé un peu en ordre de... Allez, à toi. Oui, on s'est organisé en deux parties. La première partie, c'est Manquer tous, non? On peut dire jusqu'à 28 juillet 2021, c'est-à-dire comment il a pris, ou comment il a été élu président. Et la suite va être la deuxième partie avec Carmen, qui va voir les 8 mois de, comment ça s'appelle, de gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour commencer, pour moi, il y a trois événements importants pour être élu comme président. Le premier, c'est le 10 avril, quand on peut dire, on savait les résultats des premiers tours d'élection. On se trouve avec deux candidats, Keiko et Keiko d'extrême droite et Pedro Castillo. Bon. Et le deuxième événement va être de 10 avril jusqu'à 5 mai. Bon, et il n'y avait pas, on peut dire, qu'on s'appelle une politique définie, une politique de qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire, afin de gagner Keiko. Bon, et le 5 mai, justement, il y a la discussion et les déclarations de Pérou Libre, les partis qui appartiennent au qui étaient Pedro Castillo, et plus Juntos por el Perú. Ils ont signé les documents qui sont comme 4 ou 5 points, et on peut dire que c'est l'alliance. À partir du 5 mai, il va sortir le nouveau plan, qui s'appelle les plans centenaires. Dans les plans centenaires, signé le 5 mai, bon, il va avoir dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, qu'on s'appelle les plans centenaires étaient la fusion des deux programmes. Programme de Pérou Libre et fusion aussi au point de Juntos por el Perú. Signé, comme je l'ai déjà dit, non, Véronique Mendoza et Pedro Castillo. Les jours suivants, qu'on s'appelle, Pedro Castillo, il va sortir un compromis avec le peuple péruvien. Un compromis de 10 points. C'est l'affirmation un peu de ce qu'ils ont discuté avant et ce qu'ils pensaient refaire. Bon. Et ça, c'est le deuxième événement. Et le troisième événement, c'est le 6 mai. 6 juin. 6 juin, c'est élu. Président. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut dire et qui va rester, pour moi, non, et pour la majorité des, qu'on s'appelle du peuple péruvien, et surtout des générations, c'est que le 6 juin, pour première fois dans son histoire, après les 200 ans, non, gagne la gauche et gagne les voix ou les votes du peuple. Voilà. C'est la première fois. Pour ça que, pourquoi je dis que ça va être enregistré, parce que il peut passer tout ce qui peut passer, jusqu'à maintenant avec Castillo, au Pérou Libre, n'importe ce qui peut passer, mais la génération qui vient, je ne crois pas qu'il va oublier. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement avoir gagné,
avoir donné son voix à Pedro Castillo au voter pour Perú Libre. Derrière ça, il y a toute une revendication, toutes des luttes d'identité, d'affirmation d'identité. Par exemple, dans les années 70, ça a été la première rupture au Pérou, non, entre les créoles de la côte avec les gens de la montagne ou de l'Amazonie, qui a été méprisée. Bon, c'était la première rupture dans les universités et tout, que je rappelle même comment la révolution culturelle à la péruvienne. Bon. Mais malgré tout, de cette révolution, je peux dire que ça restait encore, non, la différence entre un et l'autre. Et les 6 juin, c'était quelque chose d'historique parce que toute la montagne, toute une partie de l'Amazonie était rouge. Ils sont votés pour Pedro Castillo et Perú Libre. Et la côte, les grandes villes, bon, étaient pour Keiko. Bon, là, on voit clairement qu'il avait quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il avait derrière le Sénat? Bon, le peuple péruvien était assez de la corruption. Il ne peut pas supporter Keiko avec tous les magouilles, avec tout ce qu'il a essayé de faire pour être président, déjà 2 fois, c'est pas 3 fois. Et on savait d'utiliser des langages de haine, un langage franchement dépassé, que quelquefois on l'écoute ici en Europe, mais là-bas c'était les pires, non? On a été l'anticommunisme primitif. Bon. Et l'autre contexte, c'est qu'il y a une crise politique, justement à cause de la même droite, parce qu'entre la même droite, il y avait des luttes. Non? Ça rappelait dans les années 60, quand la droite, et même la gauche, ils n'ont pas été à l'auteur de prendre le pouvoir, ou de gagner, ou de gouverner. Bon, mais cette fois, qu'est-ce qu'il va faire, comme ça s'appelle, l'alliance Perú Libre et l'autre, dire, bon, mais je crois qu'on va changer. Tout le monde a dit non, il faut changer. Et changer quoi? Tous les programmes, il avait les programmes, il avait les gros morceaux, la colonne vertébrale de l'extrême droite était la constitution de 93. Bon, a été changé ça. Bon, je crois que le peuple, il a compris, il a voté, et en plus, il y avait des mouvements ici en France, à Paris, et en Europe, et ailleurs, non, des concepts anti-Keiko, anti-Fujimori. Parce que anti-Keiko, anti-Fujimori, c'est symbole de corruption. Symbole de que même les juges, tous sont achetés, non, ou c'est l'argent qui domine. Bon, en ces conditions, je pense qu'il y avait un contexte, non, de gagner. Parce que si cette fois ne gagnait pas, bon, je pense qu'on a raté. Mais je crois que les peuples, ils sont réveillés, ils ont commencé à faire. Les 6, ils sont votés pour Castillo et Perú Libre. Bon, bien sûr, la différence a été pas beaucoup, mais il a gagné. Mais le problème, c'est que c'est pas là qu'il a resté. Sinon, les peuples, ils ont commencé à mobiliser pour défendre les voix du peuple. Non? Et là, on verra, par exemple, Lima, si vous regardez les photos de 1921 et en 2021, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que en juillet, que c'est la fête nationale au Pérou, on va voir les ronderos. Les ronderos sont des groupes, des organisations paysannes qui défendent, non, qui luttent contre les voleurs, contre l'injustice qu'il peut y avoir dans les villages, la zone, la région. Bon, et pas simplement ça, ils sont déplacés les gens. Vous voyez dans tous les rues principales de Lima, danser, chanter, faire la fête,
non? Et on peut dire que la classe créole riche, bien sûr, non? On ne peut pas mélanger et mettre dans le même sac à tout le monde. Ils ont été encerclés dans les quartiers chics de Miraflores ou San Isidro, comme ici, les 16e appropriés. Bon, mais c'est-à-dire que là, on voit réellement les Péruviens, non? Les gens, comme ça s'appelle, les Andes de l'Amazonie. Il n'a pas ni peur, ni, comment ça s'appelle, qu'avant il avait honte de dire je suis cholo, je suis indien, mais cette fois non, je suis cholo, je suis indien, voilà ma musique, voilà ma danse. C'est comme ça que nous vivons, et je crois qu'il avait tout quelque chose. Et pour nous, et je pense que pour nous, comme là je vais finir, c'est que il a né en nouvelle république. Et nous, on voulait en 12e indépendance, parce que l'indépendance de 1821 au Rwanda, c'est là où notre femme discutera, non, était à la 12e. Et troisièmement, tout le monde, il voulait changer. C'est ça. Bon, je pense qu'avec ça, il y avait, je trouvais un article, non, en Le Monde qui disait, non, c'est une génération qui lutte contre la corruption. Génération. Et pour ça que j'ai confiance en la génération. Il peut passer tout ce que vous voulez avec Castillo, il peut le disparaître, il peut le descendre, il peut faire tout ce qu'il veut. Et même Pérou Libre, qu'après ma collègue va parler, et bon, qui a été, entre guillemets, unis, bon, ils vont rester d'un côté, de l'autre côté, mais pour l'histoire, va rester ça. Et pour première fois dans cette histoire, la gauche, dans les 12e tours, ils ont oublié la certaine différence qu'il avait avant, ils sont unis, ils sont votés. Maintenant, il fallait que cette unité des peuples avec des organisations de gauche se maintienne. Et c'est pour ça qu'il fallait aller dans les 12e parties où ça va changer, il va être autre chose. Voilà, c'est la première partie que je voulais. Alors à toi, voilà la suite. Bon, merci d'être venu. Je vais essayer de faire un résumé. Je ne suis pas porte-parole des Nœuds au Pérou, mais je suis quand même militante de base. Et je suis revenue quelques mois et on m'a pris un peu de surprise. Je vais essayer de résumer le mieux possible. Excusez-moi, mon français n'est pas aussi bon. Bon, comme José vient de le dire, et nous sommes dans une situation un peu spéciale, puisque justement, si Castillo a pris les pouvoirs et que la votation a été majoritaire, certes pas pour une énorme différence, mais au moins, si je ne me trompe pas, il y avait 44 000 votes de différence, oui, non 44 000. Donc, c'était prouvé que les élections étaient bien faites, bien organisées et tout était clean. Mais la droite, avec les 3 partis les plus importantes de notre pays, a décidé de ne pas lâcher le morceau. Donc la situation qu'on vit en ce moment, c'est le résultat, la conséquence de tout ce qui s'est passé auparavant. Les alliances n'ont pas pu se faire de manière plus, bon maintenant on peut dire absurde, rocambolesque, parce qu'en ce moment, si le titre de cette réunion c'est le Pérou, la crise, etc., c'est pour la première fois de l'histoire de notre pays. Notre histoire républicaine date de 200 ans. Donc ça s'appelle l'accord du bicentenaire. Et notre candidate préférée, en général, en majorité pour les partis de gauche, de la gauche traditionnelle qu'on connaît ou que vous connaissez, c'était Verónica Mendoza, donc de Nœuds au Pérou. Nœuds au Pérou, ce n'est pas un parti légalisé. Nœuds au Pérou, c'est un mouvement
Ça s'appelle Mouvement Nuevo Perú, Movimiento Nuevo Perú. Malheureusement, avec toutes les tricheries et les bâtons sur les rues qui a mis la droite pour ne pas légaliser tous ceux qui voulaient vraiment, qui allaient pour l'échange, ils ont fait des conditions draconiennes. Voilà. Donc ça fait que d'un côté, il y a ça, la non-légalisation du parti de Verónica Mendoza depuis 2016. À l'époque, bon, simplement une petite... c'était... excusez-moi. Elle a perdu la sélection en 2016 et c'était... c'est toujours comme ça. Ouais, ça... Quand on en a plus besoin. J'avais oublié Alors, donc, elle avait perdu les sélections, mais elle avait quand même réussi à avoir plus de 18% en votation. Mais la droite, avec sa propagande anti et tout ça, l'a présenté comme terroriste. Et elle a su jouer là-dessus parce que ce sont eux les propriétaires des moyens de communication. Et malheureusement, notre population, c'est une population très aliénée. Maintenant, on a oublié ces mots: aliénation, dépendance, mauvaise éducation. Tout ce qui a été, disons, les champs de culture pour cette situation. Donc, Verónica a été éliminée, partie non légalisée, etc. Bon, il y a d'autres choses aussi à raconter. Mais Verónica a participé en 2016 et en 2021 en se présentant comme candidate, lideresa, comme on dit, pour Juntos por el Perú, qui était aussi un front de gauche. Donc, c'est sous les prémices et certains objectifs qu'elle avait présentés dans sa candidature pour les changements de la situation au Pérou, que quand Pedro Castillo et Perú Libre ils ont accepté de présenter leur programme, parce qu'il n'y avait pas quelque chose de concret au mois de mai déjà. Donc, ils ont présenté le 16 mai 2021, ce que José vient de nommer l'accord pour les bicentenaires, et où il y a eu une plateforme mélangée avec certains objectifs des PL, qui était un parti pas très connu, c'est un parti régionaliste, surtout dans les centres du pays, et Pedro Castillo, qui était un militant du parti de Toledo. Le Toledo, c'est un ex-président. Donc, lui, il figurait pendant 15 ans comme militant de ce parti. Donc, Castillo, il n'est pas de gauche. Il n'a jamais été de gauche. Et donc, toute cette publicité de l'extrême droite, que les communismes, etc., ils vont nous arracher la voiture, etc. Bon. Et ils voyaient tout ça comme la venue du diable. Bon. Et ça ne s'est pas présenté autrement parce que c'était la manière qu'ils voyaient de faire gagner Keiko et Castillo. Ils se sont dit, les secteurs des classes moyennes et tout, ils ne vont jamais voter pour un prof de niveau agraire, quelqu'un qui n'a pas le niveau, etc. Donc c'est cuit. C'est Keiko qui va gagner et cette fois-ci, ils mettaient tout. Donc, la situation a été retournée complètement, comme pour la première fois aussi. Toute la gauche, la vieille gauche de chez nous, des gens indépendants, des gens même des centres droites, n'ont pas voulu faire les continuismes. Et donc, ils sont votés pour Castillo. Voilà comment Castillo assume cette situation, sans avoir eu une formation des gauches ni certaines valeurs. Donc, il a signé un compromis, mais il n'a pas tenu parole sur certains points qui pour nous étaient extrêmement importants, comme c'est les changements de la Constitution, puisque c'est la Constitution de 93, comme on l'a bien signalé José, qui est la colonne vertébrale de la société dans laquelle nous vivons actuellement, et toute la corruption qui accable nos institutions sont emparées par cette Constitution. Donc, point immense pour l'unité de la gauche de cette manière, c'était nouvelle Constitution. Donc, même le président Sagasti avait appelé à une présentation
pour dire, bon, on peut peut-être changer les sélections ou avancer les sélections au cas où. Et cette proposition a été prise par Betsy, comment s'appelle Betsy, oui, Betsy Chavez, qui est militante du PL. Et elle a proposé ça comme un projet de loi et ça a été écarté totalement. Donc, dans l'actualité, tout cet accord du bicentenaire, sur les points clés, donc c'était les gaz devaient être nationalisés, comme l'appelait Castillo en premier moment, développés, puisqu'on a l'exploitation des gaz au Cusco, il y avait la projection de construction du gaz de Camisea, donc construire un gazoduc du Sud pour pouvoir faire l'arrivage des gaz à toute la population, d'abord dans le sud, de là où ça s'exploite, et ensuite à tous les pays. Castillo assume le pouvoir en disant plus de pauvres dans un pays riche. Et donc cette demande de nationalisation, c'était aussi un des points très importants, c'était la réforme agraire, la deuxième réforme agraire. Un des objectifs, c'était donner le soutien à plus de 2 millions de petits et moyens producteurs. Une chose qui a été balayée parce que dernièrement, il y a eu une grève il y a 2-3 semaines au Pérou. 1 litre de lait qui sont achetés par les grandes entreprises aux producteurs laitiers, c'est 1 litre de lait, c'est payé 0,90 centimes de soles et c'est vendu dans des petites boîtes les Gloria, c'est surtout l'emblème des exploiteurs de l'agro-industrie. C'est vendu à 3,80 au prix public. Donc, ces petits producteurs n'ont pas été écoutés par les gouvernements. L'autre chose dans cette réforme agraire, c'était marqué qu'il allait développer la sécurité alimentaire et donc la diversité de la production et réorienter l'importation d'aliments. Parce que même si le Pérou est producteur de beaucoup de graines et beaucoup de denrées alimentaires, il y a eu des moments où on importait du riz de Chine et on importait des patates pour l'agro-industrie. Oui, c'est rigolo, mais c'est dramatique, puisque les messieurs qui sont propriétaires des McDonald's, Burger King et tout ça, ça ne s'intéresse pas d'acheter des patates aux producteurs locaux. Ils s'achètent aux États-Unis parce que c'est déjà tout bien emballé, bien comme il faut, et bon, ça fait partie aussi des exportations et importations que les peuples n'en ont pas besoin, mais que pour faire marcher leur industrie et leur gain, c'est important. Donc un autre point, c'est éliminer les exonérations tributaires justement à ces grandes entreprises d'agro-exportation. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de suite. Il avait nommé aussi l'importance du rôle régulateur de l'État en relation aux entrepreneurs qui sont des étrangers pour les monopoles et les oligopoles, mais cet rôle régulateur de l'État, ça a été aussi mis à côté. Pour la vision de Castillo, il y a les entrepreneurs qui sont des alliés, qui soi-disant seraient des bons payeurs et qui respectent les droits des travailleurs. Nous, on n'a pas cherché avec lui, on n'a pas trouvé, mais c'est sa vision des choses. Ensuite, il a nommé aussi que le peuple devait avoir leur mot à dire sur la Constitution et qu'il allait faire une demande de référendum pour une nouvelle Constitution, ce qui a été laissé de côté, comme on vient de vous le dire. Et il a commencé à... il avait fait la promesse de ne pas se présenter après 2026.
Mais en ce moment, c'est pas simplement ne pas se présenter, c'est qu'il veut garder son siège jusqu'à 2026, malgré qu'il a lâché de côté tous ces points qu'il avait signés pour les plans de bicentenaire. Donc, pour exemple, il n'a rien dit en relation à l'entreprise Repsol, qui est celle qui a pollué plus de 18 000 kilomètres et plus de 5 000 pêcheurs et des petits commerçants ont été pratiquement dans la famine et ils sont abandonnés. Il avait promis de donner un bon, mais jusqu'à maintenant, paraît-il que les bons, ça va venir, le dédommagement doit venir de l'entreprise et pas de l'État. Donc, ce qui met justement en question cette idée de que nous avons demandé que l'État doit protéger la vie des familles et à chaque fois que quelqu'un est en péril, ou une population quelconque, dû à cette extraction, au problème du pétrole, aux extractions de bois dans l'Amazonie, etc. C'est l'État qui doit protéger les familles originaires ou les familles qui sont en situation de précarité ou qui sont endommagées dû à cette situation d'accident, soi-disant. Non. Bon. Ensuite, un autre point qui s'était soulevé, c'est en relation à la santé. Au Pérou, il y a eu plus de 200 000 morts pendant cette pandémie. Et la plupart de ces personnes, disons, ce n'était pas exactement pour les Covid, mais pour la mauvaise gestion et la très mauvaise infrastructure que nous avons reçue, héritage de plus de 30 ans de corruption des gouvernements qui se sont succédés depuis Fujimori 2 fois, Alan Garcia 2 fois, et par la suite, je ne raconte pas. Heureusement que les jeunes, en novembre 2020, ont pris vraiment les drapeaux et ils sont sortis, bon, tout le monde est sorti dans les rues, mais il y a eu l'assassinat des 2 jeunes, puisque la droite avait pris et nommé un nouveau président, Merino. Une chose qui était, mais pour nous, c'était invraisemblable. Donc, Merino, il n'avait rien à faire. Bon, c'était juste avant la prise de pouvoir de Castillo. Mais donc, il y a eu au Pérou des choses comme ça. C'est pas légal, c'est pas constitutionnel, mais on le fait. Et on le fait parce qu'on croit qu'on a les pouvoirs et que les restes de la population, on est des moutons et on ne pense pas. Voilà. Avec Castillo, heureusement, il y a eu un appui assez majoritaire de beaucoup de professionnels qui habitent à l'étranger. Ils sont entre la première et le deuxième tour, ils sont allés au Pérou porter leur appui. Et je ne me rappelle pas exactement comment il s'appelle, donc José, tu te rappelles? Comment il s'appelle cet groupe qui a été formé, même ici, hein, il y a eu des intellectuels qui ont fait des réunions pour porter leur appui au gouvernement de Pedro Castillo. Donc Pedro Castillo, quand il a gagné pendant tous ces juin jusqu'au 26 juillet, on a vraiment fait, on a tout fait, parce qu'on disait c'est un gouvernement de l'espoir, c'est un gouvernement qui porte l'espoir de la grande majorité de notre peuple, et c'est aussi un gouvernement qui va pour les changements. Et les derniers mois, depuis octobre dernier jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de pactes, ou beaucoup de choses non dites mais trafiquées derrière, qui n'ont pas été éclaircies. Une des choses, c'était justement les faits qu'ils ont rapporté les élections des régionales et des gouvernements locaux, les municipales, en accord avec la droite et l'extrême droite. PL a voté avec les partis de Keiko Fujimori et les partis de Rénovation populaire pour ne pas donner suite à ces élections.
même ils ont voté une loi pour réduire, voilà. Parce que chez nous, même des candidats suspects peuvent se présenter. La preuve, c'est quelques Fujimori qui normalement devaient être en prison, mais elle ne l'est pas. Et jusqu'à maintenant, rien ne se passe. Castillo, ça fait plus de 8 mois et rien ne se passe. Elle n'a pas retourné en prison, on n'a pas réouvert des jugements pour tous les gens, parce que ce n'est pas qu'elle, il y a tout un groupe de gens qui ont été des parlementaires, qui ont été actuellement, même dans les actuels congrès, il y a au moins 14 personnes qui sont soupçonnées d'eux, il y a des plaintes, etc. Même, il y a la troisième, si je ne me trompe pas, Madame Chirinos, qui a été nommée la troisième vice-présidente, qui appartient à Rénovation Populaire, elle a appelé à la mort des Castillo et à la mort des communistes. Et cette femme, elle est là. Elle continue avec son charge de troisième vice-présidente, et elle est là, elle est au Congrès. Donc, des choses comme ça se passe chez nous. Non quelle autre chose? Ah oui, c'était... donc, oui, bien sûr. et j'ai fini simplement pour dire que donc, cette histoire des nationalisations du gaz, etc., il y a eu des problèmes aussi avec le pétrole, tout ça, ça a été laissé de côté. Non? L'actuel ministre de l'Énergie et Mines a été questionné, donc la laveur d'un congrès, c'est de donner des lois, et ils sont passés depuis le début à questionner et à ne pas faire des lois à faveur du peuple, simplement à garder bien leur profit et les entreprises qui sont liées à eux. Non? Et voilà. Sinon, je ne sais pas quelle autre chose, je préfère m'arrêter là. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, José Carmen. On va donc vous laisser le soin de compléter à votre manière ou de poser des questions éventuellement. Je propose qu'on fasse ça en deux parties. Donc, là, vous avez vu, on a essayé, tenté de faire un état des lieux de la situation qui n'est pas simple, je l'avais dit depuis le début, et vous voyez que les choses s'entrecroisent, sont complexes. N'empêche que c'est bien de faire un état des lieux. Et puis dans un deuxième temps, peut-être qu'on se pose la question des perspectives. Parce que c'est vrai que présenté comme ça, on peut se dire que les choses sont très noires. Et en même temps, il y a de l'espoir. Et il n'y a pas que de l'espoir d'ailleurs, potentiellement, il y en a dans d'autres pays. J'ai parlé du Chili tout à l'heure. Donc voilà, deux temps, peut-être sur cette période-là, voilà vos réactions. Allez-y, madame. Alors, je crois qu'on ne vous a pas mis de micro. S'il y en a un là-bas, peut-être. Allez-y, si on vous entend. Si on ne vous entend pas, il y aura un micro qui va arriver. C'est bon? Je voulais savoir pourquoi il y a eu tellement de démissions. Enfin, les démissions qu'il y a eu, ce sont les causes, la majorité des démissions, c'est pourquoi? À cause de quoi? Ce sont des gens de quel parti politique, ou bien des alliances, comment ça se présente? Bien, on va prendre comme ça des questions et puis on répondra, ou peut-être que dans la discussion, peut-être certains pourront répondre aussi. D'autres interventions, d'autres apports, questionnements, n'hésitez pas à intervenir. Vas-y, c'est. Normalement, il fonctionne, hein. Vérifie que oui. Voilà. Oui, merci pour cette présentation. Moi, je me demandais, vous avez mentionné qu'il y avait une crise politique, y compris au sein de la droite, avant les élections. C'est pour en savoir un petit peu plus. Et est-ce que la droite était toujours dans cette crise? Parce que dans l'entre-deux tours, on a eu l'impression qu'à gauche, il y avait une vision stratégique, que c'était de faire l'unité pour permettre la victoire de Castillo. Et là, on a l'impression qu'à droite, il y a plus ou moins une unité stratégique pour infliger une défaite, non seulement à Castillo, mais à la gauche plus largement. Donc c'était pour savoir un petit peu plus sur cette crise à droite. Autre... là-bas.
va te faire courir. Lo que je n'ai pas écouté exactement, Yanka, ça fait depuis le mois de décembre, je crois. Sont 17 prisonniers qui sont dedans, que c'est le cas Olimpo, qui n'était pas mentionné et personne qui le mentionne. Je voudrais savoir pourquoi. Oui, vas-y Gérard. C'était juste pour remettre un peu le contexte pour les élections. Oui, vas-y. Parce que... Le micro, il arrive. Ouais. Oui, parce qu'il y a le contexte des élections sur la campagne en elle-même, parce que, je sais pas, en France, on n'a pas ce genre de campagne. Enfin, on a des campagnes qui sont plus ou moins intéressantes. On est en plein dedans, là. Ouais, on est en plein dedans. Oui. Mais là, la campagne qui a été menée entre les deux tours, sur où il y avait des énormes spots qui avaient été loués partout à Lima, avec d'immenses pancartes qui disaient « Tu dois choisir entre le communisme et la liberté ». C'était ça, l'ambiance de campagne. Et puis ensuite, il y a eu le fameux problème du recomptage des voix, où ça a duré combien, au moins 15 jours, hein, que Keiko n'était pas sa défaite. Quoi. 2 mois, c'est ça. Ça a duré depuis la fin des élections jusqu'à pratiquement la mise jusqu'à 26 juillet de Castillo. Non, 20 juillet. Ça a duré, oui, 2 mois. Après, ça continue. Et ça, malgré que les États-Unis avaient pris position en disant que le scrutin avait été propre, qu'il n'y avait pas de fraude et tout ça, donc la dramaturgie de la fraude qui a duré 2 mois. Et bon, je veux dire, c'est quand même une ambiance de campagne qui est assez... Par contre, je voulais revenir aussi, peut-être c'est important, sur la cartographie électorale qui a amené Castillo au pouvoir, parce que il faut vraiment insister sur le fait que le pays a une crise avec l'industrie minière qu'il fait vivre, hein, puisque 80% des exportations dépendent des minerais. Et d'un côté, 80% des conflits sociaux au Pérou sont liés à l'extraction. Donc il y a dans toutes les zones minières où Pérou, où Castillo est arrivé en tête, il est arrivé en tête avec 90 contre 10. C'est pas du 55-45, c'est du 90-10 ou 80-20. Et ça, c'est à signaler quand même. D'autres interventions? Peut-être. Oui, bah allez-y. Bonjour. J'avais une question rapide. Je pense qu'on a assez bien compris ce que Castillo avait pas fait. Et quand on regarde les médias péruviens, on comprend aussi tout ce qu'il ne fait pas. Mais voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a enclenché comme dynamique depuis qu'il est au pouvoir. Voilà, ces actions concrètes qu'il a mis en place. Même si c'est peut-être, même s'il a peut-être changé d'idée, etc. Mais il a fait quelque chose, c'est sûr. Peut-être qu'il a changé ses idées de départ. En arrivant au pouvoir, il y a des signes. Peut-être qu'il a eu des pressions aussi. Oui, voilà. Et moi, voilà, en tout cas, quand je regarde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il en est à presque tout déjà. Alors c'est le début de son mandat pour rester au pouvoir. Et donc c'est sûr que ça vient colorer aussi ses actes politiques et ses actions. Mais j'aimerais savoir justement quelles sont-elles. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal, si José Carmen. Non, Ouais. je crois qu'il y a quelqu'un. Ah, il y a encore là-bas? Oui. Pepe, alors, vas-y, Pepe. Dernière question. Non, Carmen, qu'est-ce qu'elle devient Véronique Mendoza et pourquoi il appelait carrément terroriste et en même temps caviar? Quoi? Pourquoi? Pardon? Il est qualifié de terroriste. Pourquoi elle est qualifiée? C'est la droite qui la qualifie comme Oui, ça. justement. Et puis en même temps caviar. Ça. Qu'est-ce qu'elle devient encore? On a plus de Elle se cache. Il y avait encore par là-bas.
C'était juste pour savoir comment vous interprétez donc, la dernière image qui me vient à l'esprit. C'est le ministre Condoli, le ministre de la Santé, qui est tout un personnage venu appuyé par Perú Libre. Donc je pense qu'on a expliqué les 4 changements du Premier ministre pendant les 6 premiers mois. Donc avec la relation très Castillo et Perú Libre, donc voilà, on met les premiers ministres de Perú Libre ouvertement, on change, on remet. Il y a un questionnement de diverses parts des premiers ministres finalement. Avec les derniers premiers ministres, on a un ministre de la Santé qui est très très contesté de différents courants, mouvements, à la société civile qui le conteste. C'est M. Condoli qui, je pense qu'on l'a déjà dit, qui a une image de vendeur de l'eau un peu miraculeuse, qui s'est dit obstétricien et il n'est pas, qui fait des consultations avec un diplôme à l'extérieur, une plaque qui lui dit que c'est sa femme et c'est pas lui, mais en fait, qui a sorti un Premier ministre ancien de la Santé qui a résisté pendant les 4 ou 5 premiers mois. Il y a eu un programme de lutte contre le Covid qui était très très bon programme et maintenant il est sorti pour mettre ce monsieur. Alors, donc la dernière image, il a été convoqué au Congrès, au Parlement, donc il devait présenter ses charges. Et finalement, l'image qui me vient à l'esprit, et je vais la démontrer, c'est impressionnant. Il salue M. Aguinaga, qui est un congressiste, un parlementaire, qui était ministre de la Santé à l'époque de Fujimori. Imaginez l'image. Un ministre de Castillo, ministre de la Santé, salue, embrasse, remercie Aguinaga, ministre de la Santé de l'époque de Fujimori, pour lui remercier d'un plan de lutte contre le cancer au col utérin. Monsieur Aguinaga, il était ministre de la Santé, c'est lui qui a mis en place le programme dans le programme de stérilisation forcée. Cette image, c'est un scandale. Et c'est un ministre, membre du parti Perú Libre, en train de saluer. Comme on peut reprendre des images, à l'époque, c'était le Premier ministre, je ne me souviens plus le nom, Ceballos. Le Premier ministre de Castillo, qui salue la ministre Alba d'Action Populaire. Ah, Bellido. Bellido, appelé Tuca, membre du parti Perú Libre, qui à la sortie, il embrasse pour un accord la présidente de droite. On peut se saluer, hein, c'est pas un problème. Mais de cette façon, pour la remercier, enfin, quels sont les arrangements politiques qu'il y a derrière? Et je pense qu'il y a M. Castillo, il dit tout le temps, je suis en train d'apprendre, ok, c'est pas un problème, apprendre. Mais on ne peut pas justifier ça pour faire des zigzags à droite, à gauche, et ça où le vent mène, parce que il y a une lutte contre la droite, il y a des demandes de la part de la population, des syndicats, des organisations de base, et il n'y a aucune réponse par rapport à ça. Merci. Écoutez, je pense qu'on a deux pôles de questions qu'on peut rassembler. Alors je ne sais pas qui des deux répond. Le premier pôle de questions pour moi, c'est tout ce qui est lié à l'évolution de la droite, la réorganisation de la droite et le positionnement des droites avec l'extrême droite, parce que sont alliés, et qui explique aussi toutes les démissions en partie qu'il y a eu. Donc, démission, crise politique à droite, la droite, les lendemains de campagne électorale et la cartographie qu'a évoqué électorale Gérald, tout ça, peut-être un premier point de vue là-dessus. Et après, il faudrait un deuxième point de vue sur finalement, au bout du bout, qu'est-ce qui reste de gauche? C'était un peu la question. Qu'est-ce qui reste de gauche dans
dans ce qui se met en place depuis plusieurs mois et quelque part un petit peu des perspectives, parce que c'est vrai qu'on a besoin de voir un petit peu où on peut, où on va. Hein. Ouais. Alors vas-y, non, lequel des deux? Moi je peux commencer, Bon, si tu veux, oui. Après, bon, je ne peux pas donner des réponses à tout, et je m'excuse. Mais je vais commencer pour certaines choses que je peux répondre. La démission des ministres, comme tu l'avais mentionné, bon, c'est signalé, il y a quelque chose qui a été resté dans les oreilles de tout le monde, c'est un élément très grave et dramatique. C'est l'accusation, bon, pas une accusation, mais une affirmation de Mirta Vázquez, la première, de Pedro Franque, de Guillén et d'autres ministres qui ne se sont pas prononcés, c'est qu'ils ont présenté leur plan de travail à Castillo et qu'ils n'ont pas été écoutés. Première chose. Donc, si tu as des ministres, mais que tu ne les écoutes pas, tu ne prends pas de position et tu écoutes plus à tes conseillers, et franchement, on voit les résultats de ces conseillers-là, et on comprend un peu plus pourquoi il y a eu des démissions. C'est simplement le fait qu'effectivement, c'est assez compliqué déjà de participer en politique, surtout pour les femmes. Mirta Vázquez a été une excellente avocate et aussi elle a beaucoup de terrain. C'est quelqu'un d'éprouvé, mais malgré ça, les groupes de Cerrón, de PL qui étaient au Parlement, il avait donné son veto pour le mois de novembre pour qu'elle ne soit pas élue. Donc, ils ont donné les veto, mais heureusement que du côté centre-droite, il y a eu... ils n'ont pas voulu perdre ces sièges, disons comme ça. Mais ça, c'était un élément très réaliste d'ailleurs. Alors, la droite, comme je disais au début, n'a pas voulu perdre les pouvoirs. Et jusqu'à maintenant, elle essaye de faire tout. Déjà, le parti de Cerrón a choisi un candidat qui n'était pas formé avec certaines valeurs et certains principes. Et ça s'est vu quand il y a eu 3 changements de gabinet. Et qu'il a élu comme ministre de la femme à une dame qui était avec beaucoup de principes fondamentalistes, alors que de l'autre côté, du côté de la problématique des femmes, on a encore des choses respectent à la Fujimori et l'effet d'avoir fait stériliser, comme on l'a mentionné vite, et plus de 250 000 femmes. On dit que ça arrive même à 300 000 personnes, mais qu'uniquement 2074 ont signé légalement cette dénonciation. Non, la droite n'a pas lâché en aucun moment. Keiko a toujours justifié le fait que son père et Aguinaga, ils ont fait une planification familiale. Bon. Nous, on a les contraires, non? Des femmes mortes, des femmes abandonnées totalement et stérilisées à la force. Ça, c'est la vision d'éliminer la pauvreté en stérilisant les plus pauvres. Alors, d'un autre côté, quoi de plus? On a écrit ça à la droite. À l'unité de la gauche, bon, on l'a mentionné là. On continue parce que ce n'est pas uniquement les partis de gauche qui ont appuyé la candidature de Castillo, c'est aussi des gens de base. Et si Castillo a gagné, c'est aussi parce qu'il appartient à une organisation syndicale qui est dans tous les pays. C'est l'organisation syndicale des profs, des maîtres, maestros, non? Et ils ont été assez soudés pour pousser Castillo à la prise de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bon, on est en train de se poser beaucoup de questions, mais on n'a pas lâché l'unité dans la base. Je me rappelle, avant
jusqu'au mois de septembre-octobre, il y avait à Lima même plusieurs embryons de Frente por la Democracia y la Gobernabilidad. Donc c'est des fronts, des gens qui sont dans un quartier populaire, qui se réunissent pour justement défendre les acquis du gouvernement de Castillo et donner tout son appui. Bon, peut-être que dans certains endroits ça a prospéré, dans d'autres non, pas du tout. Et parce qu'en fait, quand on parle d'unité, on ne peut pas parler uniquement d'unité dans la cúpula, dans l'élite. Ce n'est pas uniquement l'élite, c'est la construction de l'unité dans la base. Et les jours de dimanche, si je ne me trompe pas, hier, il y a eu un premier rassemblement de plusieurs partis de gauche pour l'unité et on dit, bon, on a donné notre aval, on a donné notre vote pour ces élections à quelqu'un et il faut exiger qu'il tienne parole. Voilà. Alors, d'autres, je vais passer à d'autres, je ne sais pas si sur ce point-là, tu as d'autres choses à dire. Vas-y, continue peut-être là-dessus, et après on reviendra s'il faut. Oui, et je voudrais plutôt répondre sur la crise des droites, qui était votre question, et la faiblesse aussi des gauches. Non, en même temps, je réponds les deux. Et en effet, la droite péruvienne, c'est quoi? Il y a trois partis qui sont d'extrême droite. Des Keiko, des Soto, enfin n'importe les noms, mais il y a trois qui sont d'extrême droite. Et les autres sont des droites, centre-droite, au centre, bon, qu'il peut avoir. Bon. Et quand je parle de la crise qu'il y avait entre eux, bien sûr, c'est que il y avait que le peuple, et il a compris qu'entre eux, il y avait tous des magouilles. Entre eux, il y avait qu'on s'appelle quelque chose d'arrangement. Et en même temps, politiquement, il commençait à affaiblir. Bon, et les peuples n'ont pas à croire ce qu'il va proposer. Ils ne croient pas de ce qu'il va faire. Oui, c'est ce qu'on va constater. Bon, ça c'est un côté. Et même dans sa stratégie de l'extrême droite, et la droite, il a essayé de que bon, un des candidats de gauche ne passe pas. Non? Afin que dans le deuxième tour, il doit avoir deux droites, peut-être qu'il va passer ici. Voilà. Bon. Mais je crois que les calculs, les stratégies, ça n'a pas marché. Parce qu'ils ne sont pas pensés deux facteurs. Un, les peuples, parce que le peuple, comme je dis tout à l'heure, il dit j'en ai marre. On est marre de la corruption, on est marre du fujimorisme, on est marre de tout. Non, il faut changer. Bon. Non, il y a un peu plus dans la zone culturelle. Les gens disent bon, ça fait longtemps que nous sommes oubliés. C'est bon, il faut réagir. Ils sont réagis. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, comme ça s'appelle, ils pensaient que bon, dans le deuxième tour, on va être de droite à droite, bon, mais tout ça va finir avec ça. Mais ils n'ont pas compris que la gauche, parce qu'avant la gauche, c'était atomisé. C'était atomisé. Il y avait gauche par ici, par là, chacun. Bon, mais il n'a pas pensé que pour le deuxième tour, ils vont s'unir. Parce qu'en deuxième tour, tous, même ici, je le vois plusieurs qui même, on ne peut pas partager nos idées, mais on a fait quelque chose pour qu'il gagne Castillo, pas parce qu'il est Castillo, pas pour Perú Libre, parce qu'il est Perú Libre, sinon parce qu'on voulait qu'il change. Et que Keiko, on ne doit pas être dans le gouvernement. C'est ça qui était. C'est bon? Pour ça qu'il y a ce type de crise entre eux, mais bien sûr qu'à la fin, sa stratégie ne s'est pas marché. Et bon, il a continué, et Castillo qui gagne, qui était une surprise pour tout le monde. Surprise, même pour lui, pour Perú Libre. Bon, et que faire? Bon, je pense que c'est là qu'était l'apport qu'une fois dans ma vie que j'ai vu, que la gauche, ils ont oublié tout, ils sont votés, ils sont donnés. Et bon, les marges, c'est très court, nous,
au niveau des voix, mais derrière ça, il avait un espoir. Et pour ça que je pense qu'en perspective, l'espoir qui est né là, je ne crois pas qu'il est mort. Parce que je me pose des questions. Pourquoi l'extrême droite ne font pas des coups d'État ou quelque chose d'autre? Pourquoi? Parce que le peuple, il appuie. Le peuple est libre, encore avec Castillo. Il a peur. Non, je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est que le peuple aussi commence à dire, je demande aussi d'attendre. Ou un mot péruvien dit, non, ça existe, qui dit, non, hasta una cosa, c'est en français, dit, faites quelque chose. Non? Quelque chose. Par exemple, du gaz, ou même mettons de la marée noire. Non? Ou même que soit ferme et qui disent non, qu'est-ce qu'il va faire sur la décision de, comment s'appelle, des jugements pour la libération de Fujimori. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, enfin, je pense que là, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a, à mon avis, il manque d'orientation, et c'est vrai. Nous, on ne l'a pas pensé. On savait qu'il est paysan, oui, il est paysan, il est propre. On savait. On savait qu'il avait des limites. Il n'a pas une fille comme Keiko qui est payée au bon enfant et tout, formée dans les autres universités des États-Unis. Mais, simplement, comme on dit, non, il fallait que Castillo oublie, parce qu'il savait que l'extrême droite, même s'il va changer tous les ministres, il va continuer. L'extrême droite, je ne crois pas, même si à ce moment il peut passer quelque chose Castillo, il va se confronter. Non. Parce que derrière ça, il a ses intérêts. Il a des pouvoirs. Et ça, on ne peut pas lâcher. Bon, le problème, c'est que dans le 12e tour, il a la unité de la gauche. Mais ça doit garder. C'est comme on pensait. Et ça a été notre espoir. Mais le problème, c'est que après le 28 juillet, ça passe beaucoup de choses. Là, la gauche, non, il y a certains qui sont, comme signalait Fabien, par exemple, les soutiens, il a été divisé. Bon, après, il y avait des autres d'erreurs politiques, non? En vue de dire, bon, on va travailler ensemble, bon, il a commencé à dire, non, mais je mets mon nom, les ministres, mes changements, et les 3 changements des premiers ministres, on voit clairement, dans le premier, on peut dire qu'il avait un peu de gauche, dans le 12e, bon, il s'est maintenu encore un peu, mais maintenant dans les 3e, parce que je ne compte pas les autres 3e qui a été d'une semaine. Non? Il y a que là, actuellement, nous sommes dans un programme néolibéral. Je suis désolé. Peut-être, juste pour donner mon sentiment, je crois qu'il y a une chose qui a été dite très importante tout à l'heure et qu'il faut bien avoir en mémoire, c'est l'impact énorme qu'a été le fait que le peuple puisse voter à gauche et donner un président qui, en théorie, était censé être en théorie de gauche, mais parce que c'est les gens de gauche qui l'ont élu. C'est pas tant le président, c'est ce que disait José tout à l'heure, c'est pas tant le fait que ce soit un président de gauche, c'est que c'est la gauche qui a fait élire cette personne contre Fujimori. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé, il semble se passer en tout cas, un déclic au niveau péruvien. Le déclic, c'est ce sentiment que ce qui peut paraître impossible est devenu possible. Pour moi qui ai connu la période de 81 avec Mitterrand, je me rappelle cette bataille qu'on a menée, on pensait qu'on n'arriverait jamais, et puis Mitterrand a été élu. On savait bien que Mitterrand était social-démocrate, mais il n'en restait pas moins qu'on s'était tous mis ensemble pour essayer de le faire élire, il avait été élu. Et je crois que c'est un peu le même problématique qu'on a. Ce que vous voyez d'un côté, il faut le voir de l'autre. C'est-à-dire la droite.
qui pensait que ça ne pouvait pas être possible, elle est en train de repositionner et de se repositionner en se disant il faut qu'on réfléchisse différemment. Les dissensions dont on parle, elles sont valables quand on croit qu'on a tout est permis, mais quand tout n'est plus permis, il faut penser différemment. Et il faut bien réfléchir, parce qu'on laisse le pouvoir une fois, mais il faut éviter de le laisser deux fois. Et donc, à partir de ce moment-là, l'attitude de la droite, peut-être que moi je la vis en tout cas, elle est sur deux plans. Elle est à la fois de se repositionner en elle-même, et en même temps d'essayer de tenter de repositionner, faire pression sur le gouvernement Castillo, pour le tirer et créer un éclatement à nouveau de la gauche. C'est ça un petit peu aujourd'hui l'enjeu qui semble être le très fort. C'est un enjeu que s'ils regardent du côté du Chili, ils peuvent comprendre que s'ils ne travaillent pas cette unité, mais cette unité à la base, cette unité dans les mouvements, comme tu l'as dit, des mouvements sociaux, les mouvements de base du peuple, que ce soit du point de vue rural ou urbain, c'est sûr que l'espoir va petit à petit s'en aller. Je pense qu'il s'est passé dimanche avec ce rassemblement des gauches est quelque chose qui peut laisser penser que la gauche a compris peut-être, ou en partie tout au moins, que si elle veut se maintenir ou maintenir quelque chose qui soit de l'espoir à gauche, il ne faut pas qu'elle se désunit. Il faut qu'elle trouve les formes pour se rassembler. Et c'est cette période, c'est ce qui fait la complexité, parce qu'on on a un peuple d'un côté qui en a marre et qui veut le changement, qui essaye de trouver les personnes, les personnalités, les partis qui peuvent exprimer ce changement, et que pour l'instant, ces personnalités, aujourd'hui, elles sont difficiles. Et alors ça pose la question, d'ailleurs, qui n'a pas répondu, là, de Véronica Mendoza. Oui. Vas-y. Oui, et justement, ça va avec le fait que pour nous, si nous, on veut pas suivre la demande des... la demande que Castillo soit censuré et pour être viré du pouvoir. Destitué, merci. Et nous disons, nous avons voté, on voudrait maintenir l'unité, on ne l'a pas donné un chèque en blanc, c'était ça la position de Néo-Pérou. On donne notre appui, mais en même temps, il faut fiscaliser et il faut travailler sur deux plans. Une chose, c'est les plans électoraux, et une autre chose, c'est les plans du travail avec les bases, les communautés, les travailleurs, les étudiants, etc. Et je pense que ça, c'est encore dans des premières phases. Et effectivement, parce que la chute de Castillo, si la droite obtient à être golpiste, et leur mission, c'est enlever Castillo, mettre Alba ou les trois qui sont des partis de droite, extrême droite, peu importe les cachets, c'est des gens qui ont été toujours au pouvoir, sont des gens qui ne sont même pas, qui n'ont même pas un respect pour l'être humain, pour les pays, qui ne veulent absolument pas changer la Constitution. Donc ça serait une défaite de toute la gauche. Même si Castillo n'est pas communiste, il a été mis au pouvoir justement par un parti de gauche, soi-disant de gauche, parce qu'en ce moment, franchement, il y a beaucoup des attitudes de certaines de ces représentantes ça laisse beaucoup de... Ah ouais, ça laisse tirer, exactement. Et donc, Véronica Mendoza, elle a décidé de prendre une année sabbatique de tout ce qui est pouvoir. Donc, Anaï Durán, qui a été la ministre, ex-ministre de la femme, a été élue la nouvelle représentante de Nuevo Pérou. Je continue à dire, Nuevo Pérou n'est pas un parti légal. Ça existe dans les bases, parce qu'on a pu réussir, si je ne me trompe pas, à avoir 68 ou 69 locaux dans divers lieux du pays. 48 ont été approuvés par la Jurado Nacional d'Elecciones et le reste pas du tout. Donc, Véronica n'a pas enlevé
les soutient, mais parce qu'on fait croire à cet espoir. Mais d'un autre côté, il faut dénoncer toutes les choses qui nous semblent qui n'ont pas dû se produire, comme le fait que le TC, le tribunal constitutionnel, qui est composé par des gens de l'extrême droite, ont essayé de soulever le fait qu'en 2017, l'ancien président avait donné l'indulte, mais c'était une magouille politique. Et donc, les pouvoirs judiciaires l'avaient éliminé. Donc maintenant, ils essaient de reprendre. Et le 17 mars, ils se sont dit, bon, oui, Fujimori va être indulté. Et tous les gens dans différentes parties du pays sont sortis dans la rue. Tous les jours, les gens se manifestent contre l'indulte. Parce que pour nous, indulte, c'est un insulte. C'est insulte, comme dit Véronica aussi, c'est à la mémoire de tous ces gens qui ont été assassinés, qui ont été disparus, qui ont été mis en prison, etc. Je ne peux pas parler sur les cas des Olimpo parce que je ne le connais pas très bien. Peut-être que je sais que se manifester là-dessus. Et bon, je crois qu'effectivement, cette silence de Castillo, le Conseil des droits de l'homme et le Conseil international des droits de l'homme avaient donné jusqu'au 25 à Castillo la possibilité de donner une réponse. Jusqu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de réponse. Donc aujourd'hui, Castillo a été appelé au Congrès pour être censuré. Je ne sais pas non plus à ce moment-là quelle va être la réponse, quelle va être la situation. En tout cas, l'autre position, c'est de continuer à travailler dans les bases. Et puis Castillo a été élu président pour 5 ans. Nous, on est d'accord qu'il se maintienne, mais on le rappelle qu'il a fait un compromis et qu'il doit tenir parole. Tu veux rajouter? Oui, pour ajouter. Je crois que ce qui est le plus important, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Et je me pose des questions plutôt regardant la génération. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que je pense que c'est la génération qui va prendre ce qu'on a fait les 6 juin, ou ce que le peuple a fait les 6 juin. Et même s'il va être destitué Castillo ou autre, mais l'histoire déjà s'est écrite. Bon. Et la génération doit prendre en main le destin. Deuxième, il y a une position de l'organisation à qui qu'on s'appelle la représentativité, on peut dire, mais que tout le temps on a dit, ça c'est pas de maintenant, sinon commence de 1944. En 1943, il y avait un congrès au Chili des travailleurs, des syndicats. Dans les congrès, bon, ils sont assistés plusieurs, comme ça s'appelle, représentants d'Amérique latine. Entre autres, Étienne du Pérou, et l'APRA et le Parti communiste du Pérou. Et à la fin, ils ont décidé qu'il faut constituer, non, parce que le CGTP fondé par José Carlos Mariátegui, bon, était supprimé légalement pour la dictature de Sánchez Cerro et Benavides et les autres. Bon, ils ont fait les CTP, la Confédération des travailleurs du Pérou, CTP. Les premiers présidents étaient de l'APRA, les deuxièmes vice-présidents étaient du PC, du Parti communiste péruvien. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas duré ni 2-3 mois, et tout de suite, c'est l'APRA qui l'a pris. Et le débat et la discussion de 1944 a été quoi? Parce que l'APRA, déjà à partir de 1939, commence à avoir accès dans les institutions de l'État. Déjà, il y a une possibilité de gouverner. Dans ce cas, déjà, il avait certaines liaisons avec des entreprises minières, qu'on s'appelle dans la côte, dans le secteur agroalimentaire et tout. Bon, il a dit non, on ne peut pas faire des grèves et tout, et ça tombait bien
l'année 1939, les Fronts unis, où bon, mais il faut faire la paix parce que la lutte c'est antifasciste. Bon, mais quelle a été la tactique que les communistes péruviens qu'il a décidé de défendre notre chemin indépendant? C'est ça qui était. Face à la collaboration, face à ce que l'APA dit non, de que bon, il faut être un peu conciliateur avec les patrons. Voilà. Et je crois que ce type d'orientation sexiste et maintenant se reprend. Par exemple, hier, il y a eu des réunions au Pérou des partis de gauche et qui déjà commencent aussi à dire non, bon, nous on a participé, on a élu, mais maintenant on est en train de voir que commence à se positionner à droite. Et nous, on ne peut pas être complices de ça. Et si nous ne sommes pas complices, bon, mais il faut défendre. Parce qu'un jour, le peuple dira non, pourquoi tu n'as pas dit? C'est pour ça que notre position, c'est clair. Nous, tout ce qu'il y a pour le peuple, et qu'il y a des revendications pour le peuple que le gouvernement qu'il donne, nous, on va le défendre. Mais par contre, s'il va contre, ou qu'il est un homme qui jusqu'à maintenant, il ne sait pas avec quelle chaise, en quelle chaise il est assis, bon, mais là, non. On dira non, nous, on ne peut pas. Non? Et pour ça qu'il y a une différence. La critique que nous, on peut le faire, c'est une critique dans notre champ. Ce n'est pas la critique pour que les autres puissent dire qu'ils vont, ah oui, mais tu es en train de critiquer comme l'extrême droite. Nous, on ne confond pas. Parce que pour nous, notre contradiction principale, c'est le néolibéralisme. C'est ça notre contradiction principale. Ce n'est pas le autres. Et deuxième, nous, jamais on a rêvé que Castillo et Perú Libre va faire un programme ou un gouvernement socialiste. Non. Je pense que nous, on a pensé clairement, on a dit, sera un gouvernement progressiste, démocrate, non, et populaire. C'est ça ce qu'on a attendu, bon, mais qui maintenant, les chemins, il va prendre d'autres, c'est autre chose. Alors, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure maximum, parce que normalement, on doit lâcher chez la salle. Donc, quelques questions encore de la salle ou de réflexion, et puis on conclura à la table. Est-ce qu'il y a un espoir pour que la nouvelle constitution, parce que ça c'est essentiel, pour qu'il y ait une nouvelle constitution, pour que les gens demandent une nouvelle constitution, parce que ça c'est essentiel. Il faut commencer par le début, par ça. Il y a un espoir ou non? On va vous répondre, mais déjà on va voir s'il y a d'autres questions ou d'autres réflexions dans la salle. Allez-y, madame. Bon, bonjour à tous. Seulement une petite réflexion. En concernant au gouvernement actuel, nous devons savoir que la crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas une crise qui est explotée aujourd'hui. Ça a été une crise prolongée. C'est-à-dire, après 2000, après la dictature, le peuple péruvien, il n'a pas perdu l'espoir. Nous avons été trahis 3 fois. La première fois, avec Alejandro Toledo, aussi du peuple. La deuxième fois, avec Ollanta Humala, aussi. La deuxième fois. La troisième fois, c'est maintenant Castillo. Ça, qui nous disent pas, qui nous disent les faits exactement que le peuple, il a réagi. Il a dit non à chaque moment, après la dictature. Et ce n'est pas seulement parce que c'est contre Fujimori, parce que Fujimori représente le pire de notre histoire péruvienne. Mais exactement, nous, comme peuple, nous n'avons pas perdu l'espoir. Et je pense que si bien à gauche, ou ultra-gauche, ou à droite, à ultra-droite, c'est la démocratie. Qu'est-ce que j'ai vu quelqu'un des questions qui ont dit
comment on peut sauver à Castillo, qu'est-ce qu'il a fait de bon, non? Mais je peux dire que c'est la première fois, après de 12 ans de République, que nous avons un président de base. Pas seulement qu'il est ultra-droite ou qu'il a une idéologie. Il n'a pas d'idéologie, comme la majorité de notre peuple. Elle exactement représente ce que nous sommes, l'ignorance politique de la majorité de notre peuple. Pas de tous, mais de la grande majorité. Et c'est aussi, c'est mon réflexion personnelle, non? Je peux dire maintenant que c'est une réussite de notre peuple. Parce qu'il a réveillé. Et maintenant, c'est en avance. On ne sait pas les chemins. On ne sait pas si les chemins c'est directement de droite ou de gauche. Si tourne, on fait un virage. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a une voie. Et Castillo, après qu'il a pris le pouvoir, il n'y a pas eu un mot dans le peuple. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des mouvements, qu'il y a des syndicalistes qui peuvent faire des mouvements dedans. Mais la police, il ne remet pas contre eux. Il ne fait pas de dire, oh Castillo, il y avait la minera Antamina, où je suis de Guarmey, c'est de l'Antamina. Il y avait des soulèvements du peuple contre la minère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Castillo, il n'a mis pas les polices contre le peuple. On peut dire que ça, ce n'est pas en avance. Oui, ça c'est en avance. Mais nous pouvons dire aussi que ce n'est pas vrai. La corruption est partout. C'est le pourri de toute notre société. Mais c'est inhérent au capitalisme. La corruption est partout. Mais nous pouvons penser que c'est Castillo qui va sauver de la corruption. Non. C'est pas non. Mais nous, le peuple, il est vigilant. Il n'est pas dire, ah ok, on soutient à Castillo. Non. Nous sommes en résistance maintenant. Nous résistons. Parce qu'on sait que la droite, il a gagné beaucoup des années. Il a des héritages et milliardaires péruviens. Mais maintenant, il y a une inégalité du peuple. Et c'est pour ça que le peuple il est en résistance. Il pousse à Castillo de faire une nouvelle constitution. C'est tout. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Je crois qu'effectivement, on a là un témoignage qui vient apporter, montrer la diversité de la problématique. Et je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui l'espoir. C'est qu'il y a cette diversité dans la capacité du peuple à résister et à aller de l'avant. Moi, le sentiment que j'ai en écoutant tous les Péruviens que je connais, c'est qu'il y a une volonté de ne pas laisser faire. Voilà, de ne pas laisser faire. Et je crois qu'une de nos responsabilités à nous en France, parce que nous, de France, on ne peut que soutenir les peuples. C'est aux Péruviens, aux Péruviennes de décider ce qu'ils doivent faire de leur gouvernement, de leur politique, etc. Mais nous, les besoins, les exigences des peuples qui vont dans le sens international et qui vont dans le sens des intérêts de tous les peuples, nous, on doit les appuyer. Et je crois que c'était un peu un des objectifs qu'on avait ce soir. C'est essayer de montrer que quand il y a cette capacité à réagir des peuples, à quelques semaines de notre élection proche en France, il faut tenir. Il faut tenir, il faut apporter notre soutien et il faut comprendre. Il faut comprendre parce que si on ne comprend pas bien les situations, on va très vite à des raccourcis dans la compréhension. Et c'est vrai que plus c'est loin et plus des fois le raccourci il est plus rapide. Mais je vais peut-être leur laisser le soin de conclure, sauf si j'ai quelqu'un dans la salle qui avait envie d'intervenir encore. Là-bas, monsieur. Attends, oui. Est-ce qu'il y a eu des actions phares, symboliques, que Castillo a prises depuis
depuis son accession au pouvoir, malgré cette instabilité gouvernementale et les changements qui sont intervenus. Oui. Bon, Ah, pardon, c'est fini? Ben, je ne sais pas d'autres. S'il y a autre question. Alors on va rester là pour ce soir parce qu'on ne peut pas tout faire dans une soirée. Et puis comme je dis, on a nos exigences, enfin les exigences d'Amal, la Maison d'Amérique latine. Voilà. Donc moi, une chose qui m'a frappé depuis l'ascension de Castillo, c'était qu'effectivement, on avait plus de 40 entreprises qui devaient des millions à l'État. Et quand Castillo a pris le pouvoir, bon, les plus grands milliardaires péruviens, ils ont commencé à payer leurs dettes. Ça, c'est quelque chose de jamais vu. Du jour au lendemain, 2-3 jours après, une semaine après, plaf, 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 c'était des millions de dettes récoltées. Malheureusement, le ministre d'économie est parti, c'était le deuxième groupe. Non, sans blague, c'est Pedro Franqui qui était ministre de l'économie et donc il avait fait tout un plan pour, on avait parlé d'augmenter, pour ceux qui gagnaient plus de 300 000 soles, augmenter les impôts, mais ça n'a pas eu lieu non plus. Donc il y a eu des tas de choses qui se sont parlées, prononcées, et puis il y a eu une amélioration aussi des niveaux de travail, si je ne me trompe pas, et puis l'inversion des entrepreneurs péruviens qui a augmenté malgré la crise. Et je crois que ça arrivait jusqu'à 14% ou 16%, et malgré tout. Donc ça c'est quand même des choses positives. La santé, ça nous a évidencié l'état catastrophique où a été l'infrastructure de santé au Pérou. Il y a eu aussi beaucoup de personnels qui sont morts, hein, ils ont donné leur vie. Et la misère totale au niveau de l'éducation, parce qu'il y a eu plus de 40% d'enfants qui n'ont pas pu avoir des écoles. Ils ne savaient pas non plus accès ni à Internet, ni tablette, etc. Donc la pandémie nous a évidencié la situation qu'on avait héritée d'avant. Et ça nous a servi aussi pour réveiller les consciences. Et c'est pour ça que nous, on dit, on garde l'espoir. On n'a pas fait des chèques au blanc. Il faut continuer à travailler et surtout continuer à travailler dans les deux niveaux. Merci. Ultima palabra. Non, je voulais dire merci à tous. J'espère qu'il a servi à quelque chose. On doit continuer et comme pour la dernière fois je veux dire, j'ai confiance en la génération qui vient. En tout cas, on aura l'occasion d'avoir à nouveau des rencontres, je l'ai dit. Je vous conseille une chose, pour ceux qui ne reçoivent pas le correo de la semana de FAL,